Allez, bonjour à tous. Je vous propose que l'on démarre cette réunion de présentation sur le BPGEPS Activité de la forme. Je me présente, je m'appelle Rémi Morlot, je suis coordonnateur de ces formations-là au CREPS Île-de-France. Alors, juste pour information, le CREPS Île-de-France fait partie des organismes de formation habilités par la DRAGES pour conduire ces formations-là. Nous ne sommes pas les seuls puisqu'il y a 17 organismes de formation habilités en Île-de-France. Nous sommes en revanche le seul organisme public. Donc, à ce titre, nous décidons de conduire une réunion d'information et elle sera organisée en 3 temps. La première chose que je vais aborder, c'est parler brièvement quand même du métier que l'on peut exercer avec ce diplôme-là. La deuxième chose, c'est de vous parler des étapes pour rentrer en formation. Et parmi ces étapes, il y aura deux parties. Il y aura les tests d'exigence préalable, qui est une étape obligatoire pour que l'on puisse rentrer en formation quelque part, au CREPS ou ailleurs d'ailleurs. Et la deuxième étape, c'est de réussir et d'être sélectionné à l'issue des tests de sélection qu'organise chaque organisme de formation. Donc là, je n'aborderai que les tests organisés par le CREPS. À charge pour vous, si vous souhaitez avoir des renseignements pour intégrer d'autres organismes de formation, de vous renseigner sur la nature des tests de sélection que ces organismes proposent, puisque chaque organisme de formation a la possibilité de mettre en place les tests de sélection de son choix. Donc voilà les 3 parties que je vais aborder. Je laisserai un temps de questions-réponses à l'issue de chaque partie. J'ai également ma collègue Tatiana Malard qui coordonne l'une des formations au CREPS qui est connectée et qui va essayer de répondre au fur et à mesure aux questions que vous pourriez poser. Vous avez la possibilité pour ça d'utiliser le chat et on fera en sorte de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Et puis, s'il y a des questions redondantes, je laisserai des temps, encore une fois, à l'issue de chaque partie pour pouvoir y répondre. Voilà, donc je vais partager mon écran. Je vais vous partager une présentation que j'ai faite pour cette réunion. Donc, j'espère que vous la voyez tous. Donc, comme je vous le disais, l'objectif de cette présentation, on va essayer de se laisser à peu près 1 heure, 1 h 30, parce qu'au-delà, je pense que chacun a ses contraintes et puis ça risque d'être un petit peu trop long. Donc, en 1 heure, 1 h 30, voilà, on va essayer d'aborder le métier, le diplôme et puis les formations que l'on propose au CREPS Île-de-France. Et l'idée, c'est que vous sortiez d'ici avec l'ensemble des réponses aux questions qui pourraient se poser. Alors, ce diplôme, il faut savoir qu'il existe depuis 2016. Auparavant, il existait déjà, mais sous d'autres appellations. Donc, l'appellation qui précédait, c'était le BPGEPS, activité gymnique de la forme et de la force. Auparavant, on avait déjà un diplôme qui s'appelait le brevet d'état d'éducateur sportif des métiers de la forme. Bref, ce diplôme a évolué dans le temps et depuis 2016, il existe sous sa forme actuelle, c'est-à-dire donc un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention activité de la forme. Et il se décline en 2 options possibles. La première qui s'intitule option A, cours collectif, et qui prédestine donc à encadrer les cours collectifs, notamment en musique. Et la deuxième option qui s'appelle l'option B, haltérophilie musculation, qui, elle, prédestine plutôt à intervenir en tant que personal trainer, coach sportif, professeur de musculation, appelez ça comme vous voulez, mais plutôt sur des cours individuels ou en small group, on va dire, en petits groupes, sans musique, autour de thématiques liées à la musculation, à la force, à l'hypertrophie, à la souplesse, à la mobilité. Voilà un peu l'idée des 2 options. Alors, lorsque vous rentrez en formation, vous avez la possibilité de choisir une option ou de choisir de rentrer en formation sur les 2 options. Donc, c'est laissé libre au choix des candidats. Au CREPS, nous favorisons quand même l'admission en formation des personnes qui souhaitent rentrer sur les 2 options parce que l'on constate depuis des années que cela favorise quand même l'employabilité et on constate également que parmi nos anciennes cohortes de coachs, de stagiaires qui sortent du CREPS, celles et ceux qui durent le plus longtemps dans l'emploi et dans le métier sont ceux qui ont les 2 options et qui arrivent à diversifier leur travail autour de ces 2 options. Donc, c'est cet aspect que je vais évoquer un petit peu maintenant. On a un diplôme qui attire beaucoup de personnes. Pour information, en Île-de-France uniquement, on a 1200 candidats par an qui veulent intégrer cette formation-là.
Donc, c'est assez énorme. On a parmi ces 1200 candidats un certain nombre qui rentrent en formation. On a environ entre 500 et 800 personnes qui sortent diplômées par an. Et on a énormément de turnover parmi les personnes qui exercent ce métier. Et la moyenne, puisqu'il y a des enquêtes qui sont menées par les organismes de formation et par l'Observatoire des métiers au niveau du ministère des Sports, la moyenne, c'est qu'une personne exerce ce métier-là 2 à 3 années avant d'arrêter et de se diriger vers autre chose. Donc, c'est quand même assez surprenant de lire ces statistiques qui sont reconduites d'année en année. Et en fait, les principales raisons invoquées, c'est que les personnes arrêtent rapidement d'exercer ce métier, soit parce qu'il n'est pas suffisamment bien payé, soit parce qu'il est trop éreintant physiquement, soit parce que les horaires de ce travail sont parfois difficilement compatibles avec une vie de famille. Donc ces trois aspects-là, il faut pleinement en avoir conscience lorsqu'on se dirige vers ce diplôme. Je parlais des deux options. Généralement, on a des personnes qui se dirigent vers l'option haltérophilie musculation en voulant faire du coaching à domicile, du coaching personnel, et qui peinent à développer leur activité. Alors, c'est lié certainement à leur démarche, aux outils qui ne sont pas toujours bien abordés par les organismes de formation. Mais malgré tout, on constate qu'on a plus de chances d'être employé dans les salles de remise en forme lorsqu'on est titulaire des deux options, que généralement, c'est la porte d'entrée pour commencer à se faire connaître vis-à-vis d'une clientèle, commencer progressivement à faire du coaching personnalisé et par le biais du bouche à oreille, se faire connaître et développer cette activité-là. Et les personnes qui durent dans l'emploi sont donc celles qui rapidement se font connaître à travers l'enseignement de certains cours collectifs, puis font le choix de se diriger vers le personal training lorsque leur activité arrive à démarrer, ou continuent à poursuivre un petit peu leur activité entre les deux options, avec des cours collectifs qu'ils apprécient donner et donc qu'ils font le choix de continuer à enseigner. Et puis la partie coaching personnalisé, qui est un réel objectif à développer pour les personnes titulaires de ce diplôme, parce que c'est vraiment une voie d'obtenir une activité plus lucrative, donc mieux rémunérée et moins fatigante que celle de donner X cours collectifs par semaine, puisque les cours collectifs, comme vous le savez, le prof, il est sur la scène, il est sur l'estrade. Et lorsqu'on donne un cours de RPM, de cycling, de body bar, de body combat, attaque ou autre, ce sont des cours très intenses, fatigants. Et il est très rare de constater qu'un prof peut, sur la durée, sur plusieurs années, donner plus de quelques cours par semaine, comme ceux que j'ai cités. Donc voilà, l'employabilité, nous, on considère et on constate d'année en année qu'elle est quand même favorisée pour les personnes qui s'orientent vers les deux options, plutôt que vers les personnes qui choisissent ce métier autour d'une seule option, et notamment de l'option haltérophilie musculation. Donc ça, c'est la petite introduction. Donc le métier qu'on peut exercer, j'aurais dû mettre les métiers, quel métier au pluriel, parce qu'en réalité, on s'aperçoit aussi que dans nos cohortes d'anciens stagiaires, rares sont ceux qui exercent aujourd'hui le même métier. On a la possibilité de se diriger vers l'enseignement des cours collectifs. Et comme je le disais, on a différentes catégories de cours collectifs. On a des cours qui sont à dominante cardio, on a des cours qui sont à dominante de renforcement musculaire, d'autres à dominante de stretching, ou on va appeler ça les cours zen. Rares sont les profs qui se dirigent vers l'enseignement de tous ces cours-là. Donc nous, on essaye en formation d'aborder l'enseignement de tout type de cours collectifs, mais généralement, un coach sportif ensuite va se spécialiser dans les cours qu'il préfère donner ou qui correspondent le plus à son profil. Donc on a des profs, d'excellents profs qui se dirigent uniquement vers les cours de renforcement musculaire, d'autres qui sont plus attirés par les cours chorégraphiés ou les cours un petit peu plus dansés. Voilà, généralement, les personnes se spécialisent dans un secteur. On en a d'autres qui se spécialisent dans le pilate ou dans le yoga. Ça, c'est un métier, et c'est généralement, comme je le disais, un métier que l'on n'exerce pas à temps plein d'enseigner les cours collectifs. On y consacre généralement quelques heures par semaine, une dizaine d'heures, une douzaine d'heures, une quinzaine d'heures tout au plus, mais rarement davantage, parce qu'il y a un équilibre à trouver entre la fatigue engendrée par l'enseignement des cours collectifs et la rémunération également, qui est généralement plus intéressante lorsque l'on arrive à développer du coaching.
Le coaching, c'est donc la deuxième facette de ce métier qui est plutôt accessible aux personnes titulaires de l'option B, de l'option haltérophilie musculation. Comme je le disais, généralement, la porte d'entrée pour trouver une clientèle parmi les 800 coachs sportifs qui sortent diplômés par an en Île-de-France et qui sont noyés sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et dans les salles, généralement, la porte d'entrée, c'est de faire des heures dans des salles de fitness et progressivement de se faire connaître en tant que professeur, que prof, que coach. Et c'est pour ça que je reviens sur la complémentarité, de commencer à donner des cours collectifs, de se faire connaître d'une majeure partie des adhérents sur cette facette-là, ce qui permet ensuite, progressivement sur le plateau de musculation, de se faire connaître également des gens et d'arriver à développer cette activité-là. Une autre facette de ce métier, c'est tout ce qui concerne le cross-training, le crossfit, qui est quand même une discipline qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. On a de plus en plus de personnes également qui se dirigent vers ce diplôme pour se spécialiser dans le crossfit. Alors là, mon discours, il est un petit peu différent. Ces personnes-là n'ont pas besoin de se diriger vers l'option A si leur projet professionnel ne consiste qu'à se diriger vers le crossfit. Mais là aussi, on constate que généralement, ce sont des personnes qui ont souvent une autre activité professionnelle par ailleurs et qui souhaitent la compléter avec quelques heures dans leur emploi du temps sur l'enseignement du CrossFit. Mais rares sont les personnes, le volume de personnes qui arrivent à vivre à temps plein correctement uniquement avec l'enseignement du CrossFit. Donc encore une fois, l'une des clés de la réussite, vous le comprenez, c'est de diversifier au possible les activités que vous pouvez exercer. Les deux options amènent une opportunité que pour cela qui est quand même plus élevée, plus importante. Et c'est pour ça qu'on la recommande. Alors, j'aurais pu rajouter des choses sur les métiers. On peut aussi se diriger vers la préparation physique avec un diplôme comme celui-ci. Donc, on va dire prendre en charge des sportifs ou des collectifs de sportifs, même si d'autres diplômes forment et parfois forment mieux à cette facette particulière de la préparation physique. Je pense notamment à tous les DU de préparation physique que nos stagiaires généralement suivent comme formation à l'issue d'un BPGEPS lorsqu'ils veulent se spécialiser un petit peu plus dans cet aspect-là. Voilà pour les différents métiers qu'il est possible d'exercer avec ce diplôme. Alors, c'est un diplôme qui attire beaucoup de personnes et c'est malheureusement un diplôme qui attire des personnes qui ne connaissent pas souvent ce milieu-là et ce métier-là. Et ça, c'est toujours une surprise du côté de nos équipes de formateurs et d'évaluateurs. Se présentent chez nous lors des tests d'exigence préalable ou lors des tests de sélection des personnes qui n'ont pas toujours un vécu en salle de fitness ou en salle de musculation. Et là, ça pose problème. Moi, j'ai toujours un exemple qui me vient en tête. J'ai coutume de dire que avant de devenir prof de ski ou moniteur de ski à l'ESF, eh bien déjà, on est un excellent skieur. Eh bien, nous, on considère que avant d'être professeur de cours collectifs ou avant d'être coach personnel, on a déjà un bon niveau technique et un bon niveau de pratique dans les cours collectifs, mais également dans la musculation et dans l'haltérophilie, puisque maintenant, ça fait partie des activités grandement abordées dans ce diplôme. Donc, le premier conseil que l'on va donner, c'est avant de vous diriger vers ce métier-là, il faut déjà que vous ayez un vécu, une pratique assez importante dans les cours collectifs au sens large et tous les concepts qui peuvent être développés et qui existent, puisque vous serez à même, si vous choisissez ce métier-là, de les enseigner plus tard, mais également dans toutes les pratiques de la musculation, qu'elles soient liées à la préparation physique, à l'hypertrophie, à la réathlétisation ou autre. Et on est toujours surpris de voir des personnes qui sont des sportifs, des personnes sportives, mais qui ont pratiqué, on va dire, le cas classique, c'est des personnes qui pratiquent des différents sports, des sports collectifs, football, handball, basket, des sports individuels parfois, et puis qui, un peu par hasard ou un peu comme ça, veulent se diriger vers ce métier-là sans avoir mis les pieds dans une salle de fitness, ce qui correspond quand même à les salles privées de remise en forme, à, on va dire, un bon 80% de vos futurs employeurs, quoi, hein. Ce métier-là, il permet de travailler dans le secteur privé, dans le secteur associatif également, mais 80% des employeurs concernent plutôt le secteur privé. Et on est toujours étonné de voir des personnes qui se présentent pour faire ce métier-là, pour rentrer en formation, et qui n'ont pas ou peu
côtoyer l'ensemble de ces salles. Voilà. Voilà pour la petite introduction sur le métier. Est-ce que je vais peut-être faire une pause pour voir s'il y a des questions ou des personnes qui voudraient lever la main et poser leurs questions sur le chat au sujet des métiers. Alors, j'essaye de suivre avec ma collègue également les questions qui sont posées. Bon, j'aborderai les stages tout à l'heure. Il y a des questions qui sont posées sur les structures d'alternance, donc ce sera abordé au fil de la présentation. Alors, en ce qui concerne l'employabilité, puisque là, il y a des questions et on est bien dans la partie que j'abordais, rares sont les employeurs du public, hein. Si on parle de collectivités territoriales, d'écoles ou autres, on n'est pas, ça concerne une niche très faible des employeurs. Généralement, les collectivités territoriales vont plutôt embaucher des personnes avec une polyvalence, avec une polyvalence et des prérogatives, c'est-à-dire un diplôme qui leur permet d'enseigner différents types d'activités physiques et sportives, et notamment pour intervenir auprès des écoles primaires, par exemple de la ville, et pour initier les enfants à différents types d'activités physiques et sportives. Donc pour cela, il existe d'autres diplômes. Le BPGEPS, c'est un diplôme parmi les centaines de diplômes qui sont réglementés par le ministère des Sports. Et je pense notamment au BPGEPS Activité physique pour tous, que l'on met également en place au CREPS de Châtenay-Malabry et au CREPS Île-de-France, qui permet non pas de vous spécialiser dans la musculation, l'haltérophilie ou les cours de fitness, mais qui permet d'acquérir une polyvalence. D'ailleurs, on aborde également les cours collectifs et le renforcement musculaire dans ces diplômes-là, qui correspond plus à des personnes sportives, polyvalentes, mais non spécialistes de la musculation ou du cardio-training. Voilà un petit peu. Alors, je vais essayer de donner la parole aux personnes qui lèvent la main. Sachez qu'il y a également la possibilité de poser des questions sur l'onglet questions-réponses. Là, il y a une personne, Thomas Pires, qui a posé une question. Donc, peut-on envisager une carrière de préparateur physique en commençant par un BPGEPS? La réponse est oui. Généralement, lorsqu'on veut uniquement se spécialiser dans la préparation physique, il est bien par la suite de compléter cette formation avec des diplômes que j'évoquais tout à l'heure, donc notamment des diplômes universitaires de préparation physique qui vont spécialiser là-dedans. Il y en a plusieurs proposés en Île-de-France et en France. Donc généralement, on peut commencer par un BPGEPS, ce qui donne de bonnes bases pour ensuite se diriger vers un DU de préparation physique qui va plutôt s'appuyer sur l'expérience des apprenants. Donc c'est une bonne stratégie, oui Thomas, de commencer par le BPGEPS activité de la forme avant de se diriger vers un DU de préparation physique. Sache quand même que beaucoup de fédérations aujourd'hui qui ont créé leur propre diplôme de préparateur physique également. Je pense notamment à toutes les disciplines professionnelles, le football, le rugby, on a le basket également. Ces fédérations-là ont créé leur propre diplôme de préparateur physique pour essayer de former et de formater un petit peu les personnes qui vont intervenir dans les clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, à la manière dont développer les qualités physiques de joueurs de manière spécifique. Voilà. Donc, ça peut être également une voie pour compléter le BPGEPS et se spécialiser dans la préparation physique. Tac, tac, tac. Alors, je vais essayer de continuer. Je vais essayer de vous donner la parole. Bon, je vais laisser ma collègue vous répondre sur le chat. On gagnera du temps plutôt que j'essaye de lire toutes les questions qui sont posées. Il y en a de nombreuses. Et puis, j'ouvrirai les micros en fin de présentation pour revenir sur les questions auxquelles vous n'auriez pas eu de réponse. Je continue donc sur ma présentation. Les métiers, nous en avons parlé. Alors, les formations que nous proposons au CREPS, elles sont au nombre de 4. Nous avons 3 sites. Donc, un site principal au CREPS de Châtenay-Malabry,
sur lequel nous dispensons 2 formations au BPGEPS Activité de la forme sur un calendrier différent. Donc, l'une d'entre elles démarre en septembre et se termine en juin. L'autre commence en janvier, se termine en décembre. Ensuite, nous avons une antenne sur l'île de loisirs de Vers-sur-Marne, avec une formation qui se déroule entre septembre et juin également. Et enfin, on a une 3e antenne sur le CDFAS à Aubonne, dans le 95, dans le Val d'Oise, avec une formation qui se déroule entre septembre et juin. Donc là, nos prochaines formations accessibles sont celles qui vont démarrer en septembre 2022, puisque celle de janvier a démarré déjà depuis un mois. Alors, pour ces formations-là, pour les 3 qui débutent en septembre, on organise des tests de sélection communs et en fonction du lieu sur lequel les candidats souhaitent se former, on les dirige ensuite vers leur préférence, si vous le souhaitez, au regard des résultats obtenus à ces tests de sélection. Donc, les dates et les étapes importantes sont les suivantes. La première des étapes à entreprendre pour rentrer en formation, c'est de valider vos tests d'exigence préalable. Donc, c'est ce qu'on appelle communément les TEP. Ces TEP, ils seront présentés dans cette présentation. Ce sont des épreuves qui, en gros, si vous voulez, nous permettent de dire que le candidat possède les prérequis minimums pour rentrer en formation. D'ailleurs, le ministère, lorsqu'il a créé ce diplôme, a décidé de soumettre les candidats à un certain nombre d'épreuves avec un niveau de difficulté relativement faible pour s'assurer que chacun des candidats remplissait les prérequis minimums pour rentrer en formation. Une fois que vous avez validé ces TEP, vous avez le droit de vous inscrire dans un organisme de formation. Et là, comme je le précisais en introduction, le CREPS fait partie des organismes de formation habilités par la DRAGES, par la Direction régionale des sports, si vous voulez. Mais nous ne sommes pas les seuls. Mais chaque organisme de formation décide de créer et de constituer les tests de sélection de son choix. Donc, je n'aborderai dans cette présentation que les tests de sélection du CREPS Île-de-France. Donc, cette année, les prochains tests auront lieu du 31 mai au 3 juin. Donc, c'est 4 jours complets de tests de sélection. Et à l'issue de ces 4 jours, vous savez si vous êtes ou non admis sur l'un de nos sites. Donc, soit à Vers-sur-Marne en Seine-et-Marne, soit à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, soit à Aubonne dans le Val d'Oise. Et vous savez ça le 3 juin et nos formations débuteront toutes le 12 septembre 2022 pour s'achever le 30 juin 2023. Donc, ce sont des formations de 10 mois. En ce qui concerne les tests d'exigence préalable, la première étape que vous voyez à l'écran, sachez que vous avez des sessions organisées assez régulièrement et elles sont toutes mises en place sur le site de Châtenay-Malabry. Donc, vous avez 1 à 2 sessions par mois d'organiser avec la possibilité de vous inscrire directement sur notre site internet. C'est la même chose pour les tests de sélection. Vous vous inscrivez directement en ligne et vous complétez votre dossier d'inscription en ligne. Vous avez toutes les informations sur notre site internet. Alors, les épreuves relatives aux tests d'exigence préalable sont les suivantes. La première épreuve à valider lorsque vous arrivez, vous êtes convoqué généralement le matin entre 8h et 10h30. La première épreuve que vous passez, c'est le test du Luc Léger. C'est donc un test d'endurance qui consiste à évaluer votre aptitude, votre capacité aérobie, votre capacité à soutenir une vitesse qui va progressivement augmenter au fil des minutes. Donc, ce test consiste à effectuer des allers-retours de 20 mètres en respectant la fréquence imposée par les bips sonores que vous entendez. Donc, le test commence à 8 km/h. Vous avez des allers-retours à faire et la vitesse augmente de 0,5 km/h à chaque palier, c'est-à-dire à chaque minute. Le test est validé si les femmes valident le palier, je vais revenir en arrière, valident le palier 7 et les hommes, il faut qu'ils valident le palier 9 pour réussir cette épreuve. Alors, pour celles et ceux qui s'entraînent et qui utilisent des bandes sonores qui ne sont pas les bandes officielles, sachez que le palier 7 est validé lorsque vous entendez palier 8. Alors, vous avez 2 types de bandes sonores. Vous avez les bandes sonores qui annoncent fin du palier 7 et vous avez d'autres bandes sonores qui annoncent palier 7 ou palier 8. Donc, il faut vous référer à la fin du palier 7. Ça, c'est bon quand vous entendez ça, l'épreuve est terminée. Ou à palier 8 pour celles et ceux qui utilisent une bande sonore où on n'annonce pas la fin des paliers, mais le début des paliers. Voilà, ça c'est la petite subtilité. Et nous, on utilise la bande officielle qui annonce la fin du palier 7 ou la fin du palier 9. Mais généralement, sur Internet, lorsque vous allez télécharger la bande sonore,
vous allez trouver des bandes qui n'annoncent pas la fin des paliers, mais juste palier 7 qui correspond au début du palier. Donc, il faut aller jusqu'au palier 8 pour valider le palier 7 ou au palier 10 pour valider le palier 9. Voilà en ce qui concerne cette première épreuve. Elle est obligatoire à valider pour pouvoir passer les autres épreuves. Les autres épreuves, elles sont ensuite spécifiques à l'option que vous souhaitez valider. Donc, si vous souhaitez rentrer en formation et valider l'option B, vous enchaînez après l'épreuve du Luc Léger par les 3 exercices de musculation. Mais si vous ne validez pas l'épreuve du Luc Léger, vous n'êtes pas autorisé à passer les épreuves de musculation puisque les textes précisent que vous devez valider l'ensemble des épreuves, c'est-à-dire Luc Léger, traction, développé couché, squat, pour valider vos TEP. Donc les tractions, vous retrouverez tout le protocole et les fautes. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce que ça prendrait un petit peu de temps, mais vous retrouverez tout ça sur notre site internet. On a même réalisé des vidéos explicatives pour que vous puissiez voir quels sont les critères requis pour qu'une répétition soit validée ou non. Mais sachez que vous avez 6 répétitions à faire en traction pour les hommes et 1 pour les femmes. Vous avez 6 répétitions à faire à 80% du poids de corps pour les hommes au développé couché et 4 répétitions à 40% du poids de corps pour les femmes. Et vous avez 6 répétitions à 110% du poids de corps chez les hommes à faire au squat, 5 répétitions à 75% du poids de corps chez les femmes. On demande des amplitudes complètes, on demande les cuisses parallèles au sol sur les squats. C'est généralement une amplitude qui peut poser problème à certaines personnes parce qu'elles n'ont pas l'habitude de s'entraîner à cette amplitude-là. Mais je vous invite à regarder les vidéos explicatives que nous avons mis en ligne sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube qui vous précisera l'ensemble, encore une fois, des critères requis pour valider ou non ces épreuves-là. Ce sont les seules épreuves relatives à l'option B. Je répète, le Luc Léger et ces 3 exercices de musculation. Et puis, si vous souhaitez valider les TEP dans l'option A, cours collectif, vous devez valider le Luc Léger. Bon, vous ne le faites pas 2 fois, évidemment, hein, vous ne le validez qu'une seule fois le matin. Et ensuite, s'ensuit une épreuve de suivi de cours collectif qui consiste à mettre en place un cours autour de 10 minutes d'échauffement sur lesquels vous n'êtes pas évalué, puis 20 minutes de step, 20 minutes de renforcement musculaire et 10 minutes de stretching. Et nous, on évalue votre capacité à suivre les 3 parties de ce cours, c'est-à-dire à la fois les 20 minutes de step, où on va évaluer votre technique en step, où on va évaluer votre coordination, on va évaluer votre relation musique, c'est-à-dire votre capacité à être coordonné sur les temps musicaux. On va évaluer sur le renforcement musculaire, encore une fois, votre technique, hein, vos placements sur l'ensemble des exercices que vous connaissez et qui sont proposés dans la chorégraphie, c'est-à-dire des squats, des fentes, des planches, des pompes. On évalue votre technique et on évalue votre endurance musculaire. Et puis sur le stretching, on évalue là aussi votre technique, hein, vos alignements, donc que les segments soient alignés, que le dos soit plat à certains moments, qu'il n'y ait pas de dos creusé et ainsi de suite. Et on évalue bien sûr votre souplesse. Donc là, on a souvent des personnes qui se présentent, hein, c'est anecdotique ce que je vais dire, mais on a des personnes qui se présentent et qui n'ont jamais pratiqué un cours collectif. Généralement, elles sont évidemment en difficulté sur cette épreuve. Donc le conseil que l'on vous donne, c'est de vous entraîner, d'aller dans des salles de fitness, d'aller suivre des cours collectifs, aussi bien des cours de step que des cours de renforcement musculaire ou des cours de stretching, de pilates, de yoga. Tout ça va vous aider dans vos postures, dans vos alignements, dans le développement de vos qualités physiques pour réussir ces épreuves. J'enchaîne assez vite et puis ensuite on va essayer de répondre aux questions. Sachez qu'il y a un certain nombre de diplômes qui admettent en équivalence ces tests d'exigence préalables. Donc cela concerne soit les sportifs de haut niveau en haltérophilie ou en force athlétique. Il y en a très peu, hein, il faut être inscrit sur les listes ministérielles. Donc généralement, les personnes sont au courant lorsqu'elles sont athlètes de haut niveau. Elles sont généralement dans les équipes de France ou dans les collectifs France à l'INSEP ou dans les différents pôles. On a également un CQP, le CQP animateur de loisirs sportifs qui donne l'équivalence sur les TEP uniquement dans l'option A. Et on a enfin quelques brevets fédéraux qui donnent l'équivalence parfois sur les TEP de l'option A, parfois sur les TEP de l'option B. Vous avez une liste complète sur le site du ministère des Sports. Voilà en ce qui concerne les équivalences. On en a terminé pour la présentation des TEP. Je vais ensuite présenter les épreuves de nos tests de sélection, mais je vais pour l'instant arrêter le partage et tenter de regarder les questions qui ont été posées.
Alors, on a une question sur Parcoursup. J'y répondrai par la suite. Nos formations sont éligibles à Parcoursup, donc les personnes qui souhaitent s'inscrire le font directement sur cette plateforme-là, et auquel cas les tests sont différents puisqu'il s'agit de valider les TEP que je viens de présenter pour les candidats de Parcoursup. Mais ensuite, on a une sélection qui diffère avec un entretien réalisé avec chacune des personnes qui sont inscrites sur cette plateforme à l'issue des TEP. Voilà. En ce qui concerne la liste des organismes de formation habilités par la DRAGES, puisque la question est posée par Guillaume Correa, vous avez la liste sur le site de la direction de la DRAGES, la Direction régionale de la jeunesse et des sports. Ça s'appelle DRAJES maintenant. Vous retrouverez la liste de tous les organismes de formation habilités. Et d'ailleurs, je vous invite quand même à la consulter si toutefois vous ne vous dirigez pas vers le CREPS, parce qu'on a parfois des organismes qui vendent ou qui proposent des formations au BPJEPS-AF sans être habilités. Donc, on a parfois des candidats qui s'y inscrivent avant d'apprendre au dernier moment que l'organisme n'est pas habilité. Donc, seule la direction régionale pourra vous donner une liste des organismes réellement habilités. Alors, la question est posée de suivre cette formation lorsqu'on est jeune. C'est Mathéo qui pose la question, titulaire d'un BAFA qui souhaiterait poursuivre sur un diplôme professionnel comme le BPJEPS. Alors, j'ouvre une parenthèse qui n'est pas inintéressante. On constate quand même souvent que les personnes qui s'en sortent le mieux dans ce diplôme sont quand même des personnes avec une certaine expérience. D'ailleurs, la majeure partie de nos publics sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, la moyenne d'âge, on va dire, des étudiants que l'on forme, c'est à peu près 25-35 ans. C'est cette catégorie-là de personnes qui est la plus représentée, qui ont déjà exercé une activité professionnelle et qui souhaitent se reconvertir. Donc, des personnes qui ont généralement une certaine expérience, une certaine maturité et qui ne sont pas toutes jeunes sortant des bancs du lycée. Pourquoi généralement ces personnes s'en sortent bien? Parce que pour développer une activité de coach, il faut déjà s'adresser à une clientèle avec un certain niveau de revenu qui va pouvoir se permettre de financer des séances de coaching. Et généralement, rares sont les clients qui se dirigent facilement vers des personnes de 17 ou de 18 ans. Donc, ce que je dis là, bien évidemment, ce n'est pas une généralité. Il y a toujours des exceptions. On a eu des jeunes stagiaires qui sont sortis excellents coachs et qui s'en sortent très bien et qui ont rapidement développé leur activité et de manière ultra rapide. Mais généralement, voilà, les personnes qui ont une certaine expérience s'en sortent bien. Et les personnes qui veulent démarrer par un diplôme plus généraliste, généralement commencent aussi par le BPJEPS Activité physique pour tous lorsqu'elles n'ont pas une grosse expérience dans les activités de la forme, avant peut-être de se diriger vers le BPJEPS AF quelques années plus tard. Donc voilà, Mathéo, ma question, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en gros, peut-être que sortant d'un BAFA, c'est-à-dire de l'animation polyvalente, il faudrait peut-être que tu envisages aussi de te renseigner sur le BPJEPS Activité physique pour tous pour voir s'il ne correspond pas plus à tes attentes. Alors, lors des tests de sélection, je vais parler des tests de sélection après. La question est posée pour savoir si on favorise les personnes qui souhaitent rentrer en formation sur les deux options ou sur une seule option. À résultat identique, on va favoriser les personnes inscrites sur les deux options pour les raisons que j'ai évoquées en introduction, c'est-à-dire on constate que ces personnes-là durent plus longtemps dans l'emploi. Et donc, comme l'employabilité est favorisée pour ces personnes-là, on favorise l'admission en formation de ces personnes-là. Maintenant, je parle de résultats équivalents, c'est-à-dire qu'on verra qu'on prend les premiers par ordre de mérite. Pour les stagiaires mono-option B qui obtiennent de bons résultats, on les intègre en formation également. On a d'ailleurs un bon nombre de candidats dont le projet professionnel est tout à fait cohérent, qui se dirigent vers une seule option et qui sont intégrés à nos formations. Alors, lorsque vous avez un autre BPJEPS, type BPJEPS Activité physique pour tous, il y a effectivement des allègements qui concernent plutôt les unités capitalisables à valider en formation. Donc là, je n'aborderai pas cet aspect-là. On est plutôt dans le parcours pour rentrer en formation. Mais sachez que les UC1 et les UC2 sont transversales. Donc, une fois que vous les avez obtenus avec un BPJEPS, vous n'avez pas à les repasser sur le BPJEPS Activité de la forme.
La question est posée sur la formation de Ponto-Combo. Alors, la formation qui avait lieu en Seine-et-Marne jusqu'à présent à Ponto-Combo, en convention avec le Nautil, qui était un établissement de remise en forme, va déménager à Vers-sur-Marne. Donc, ce n'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle a déménagé sur l'île de loisirs de Vers-sur-Marne. Donc, à partir de septembre prochain, les formations auront lieu à Vers-sur-Marne et non plus à Ponto-Combo. Je réponds aux questions qui sont posées. Alors, en ce qui concerne le luc léger, donc c'est une épreuve que l'on retrouve au TEP, que j'ai présenté tout à l'heure. Il n'y a pas d'échauffement. Enfin, généralement, les candidats disposent de 15-20 minutes pour s'échauffer au minimum avant de démarrer l'épreuve. Mais sachez que l'épreuve démarrant à 8 km/h, il n'est pas utile, d'accord, de s'échauffer grandement, puisque l'échauffement est inclus dans le protocole de l'épreuve, si vous voulez. Ça démarre à une vitesse très faible. Alors, les personnes qui nécessitent un échauffement avant de se mettre à la course à pied peuvent s'échauffer librement et individuellement, puisqu'on leur laisse généralement, si elles arrivent à l'heure de leur convocation, on leur laisse généralement au moins 10-15 minutes pour s'échauffer librement. Mais sachez que ce n'est pas impératif, puisque la vitesse de départ est relativement faible. Toujours, la question est posée sur les TEPS. Si l'on ne fait pas le nombre de répétitions demandées ou que l'exécution n'est pas correcte, est-ce que c'est éliminatoire? Ça dépend les fautes et ça dépend ce que vous entendez par n'est pas correct. Et là, je vous invite, Miguel, à regarder les vidéos explicatives que l'on a mis en ligne sur notre site internet. Par exemple, si vous n'allez pas, je vais prendre un exemple, si en squat, vous ne descendez pas suffisamment bas, donc vous n'allez pas dans l'amplitude suffisante demandée, la répétition est non comptabilisée, mais elle n'est pas éliminatoire. Donc, vous pouvez continuer la série et valider les 6 répétitions requises. En revanche, si vous modifiez vos appuis, c'est-à-dire si le pied se soulève et vous perdez l'équilibre et le pied se déplace, eh bien, c'est fin de l'épreuve et ça, c'est éliminatoire. Donc, je vous invite à regarder les différentes fautes qui sont éliminatoires et celles qui entraînent simplement la non-validation d'une répétition. Les TEPS sont valables à vie, puisque la question est posée, donc tant que le diplôme ne change pas. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt à les passer rapidement, au moins vous êtes débarrassé de cette étape-là, surtout si les épreuves ne vous posent aucun problème, que vous y êtes bien préparé et que vous savez que vous avez de grandes chances de les réussir. Donc là, le diplôme a changé en 2016. Il y a fort à parier quand même qu'il ne change pas de sitôt. Donc les TEPS sont valables tant que le diplôme ne change pas. Donc, je continue sur la présentation. Je vais de nouveau partager l'écran avec le PowerPoint. Donc, j'en viens désormais à la présentation de nos tests de sélection. Donc là, pour être bien clair, je me répète par moment, mais c'est pour que vous intégriez bien que les TEP, ce sont les tests d'exigence préalable. Vous avez l'obligation de les valider pour pouvoir rentrer dans un organisme de formation. Que vous les passiez en Île-de-France, à Marseille, à Strasbourg, à Nantes ou sur l'île de la Réunion, les épreuves sont strictement les mêmes puisqu'elles sont définies par un arrêté ministériel. Donc, les épreuves que j'ai présentées préalablement, là, luc léger, traction, squat, développé couché, les 20 minutes de step, de renforcement musculaire et les 10 minutes de stretching, ce sont les mêmes épreuves partout en France. En revanche, en fonction de l'organisme de formation que vous souhaitez intégrer, vous avez des épreuves relatives aux tests de sélection pour rentrer dans ces organismes-là qui diffèrent. Et nous, au CREPS, on a des épreuves organisées sur 4 jours et ce sont ces épreuves que je vais vous présenter là. Donc, on a la réputation en Île-de-France d'être assez exigeant, d'avoir les tests peut-être les plus complets ou les plus difficiles. La raison est simple, c'est qu'on estime que c'est nécessaire pour faire le tri entre les candidats qui sont les plus préparés et ceux qui le sont un peu moins, ceux qui ont un projet professionnel structuré et ceux qui ont un projet professionnel un petit peu plus léger. Et encore une fois, comme la durée dans ce métier, statistiquement, elle est de 2 à 3 années uniquement, eh bien, on considère qu'on doit avoir une attention accrue au moment des sélections pour essayer de recruter des personnes qui vont durer dans ce métier, voilà, puisque c'est l'intérêt de tous. Donc, nos épreuves, elles sont réparties et organisées autour de à la fois des épreuves qui concernent l'option A et l'option B. Donc, on a un écrit, un entretien et à la fois encore un luc léger, mais avec des barèmes différents que je vais présenter tout à l'heure.
On a ensuite des épreuves spécifiques à ceux qui veulent rentrer sur l'option A ou sur l'option A plus B. Donc, un cours collectif à suivre, là encore, vous pourriez me dire, mais c'est comme au TEP, sauf que le niveau de ce cours est plus difficile et plus élevé. On a une épreuve de création personnelle que je vais présenter également, et on a des épreuves relatives à l'option B qui sont des épreuves de musculation et également des épreuves d'haltérophilie, puisque le diplôme vous permet d'encadrer le cross-training, le crossfit, mais également l'haltérophilie jusqu'à un premier niveau de compétition régionale. Ça, ce sont les prérogatives des textes. Et donc, l'haltérophilie est largement abordée en formation, l'arracher, l'épaulé jeté. Et nous, on inclut des épreuves d'haltérophilie dans nos tests de sélection. Donc voilà, je vais présenter une à une ces épreuves-là. Donc, l'épreuve du luc léger que vous avez passé déjà une première fois pour les TEP, on refait passer un luc léger pour nos tests de sélection, mais pour chacune des épreuves, on vous attribue une note de 0 à 20 sur 20, et en fonction du résultat obtenu, vous obtenez une note. Donc là, contrairement au TEP, on ne vous arrête pas au palier 7 ou au palier 9, on vous laisse poursuivre jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure performance possible qui vous attribuera ou qui vous donnera la meilleure note possible. Et la moyenne de vos notes vous donnera la moyenne de vos tests de sélection et fera que vous serez ou non admis, puisqu'on prend les premiers, les meilleurs, par ordre de mérite, c'est-à-dire de la moyenne la plus élevée à l'issue des épreuves à la moyenne la plus faible. Donc là, vous avez le barème à l'écran. Pour obtenir la note de 20 sur 20 pour les hommes, il faut atteindre la fin du palier 15. Et pour atteindre la note de 20 sur 20 pour les femmes, il faut atteindre la fin du palier 12,5. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'atteindre le palier 15 ou le palier 12,5. Hein. Vous vous arrêtez lorsque vous êtes au maximum de vos capacités et vous obtenez une note qui correspond au palier atteint. Alors, vous remarquerez que les exigences des TEP, c'est-à-dire la fin du palier 7 pour les femmes, correspond à une note de 10 sur 20 dans notre barème. Et la fin du palier 9 pour les hommes correspond également à une note de 10 sur 20 pour les messieurs. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site internet, donc je passe assez rapidement. C'est coefficient 1, cette épreuve de luc léger. Ensuite, on a des épreuves qui sont communes à la fois encore à l'option A et l'option B, tout comme le luc léger. C'est l'épreuve écrite. Donc là, elle est de coefficient 2, cette épreuve. Elle dure 1h30 ou 2 heures et généralement, elle consiste à décrire des images relatives aux activités de la forme, bien évidemment. Donc souvent des images relatives soit à la musculation, soit à l'haltérophilie, soit aux différentes catégories de cours collectifs que vous connaissez ou que vous êtes censé connaître lorsque vous rentrez en formation. Et on vous demande de décrire ces images et à travers la description de ces images, on évalue à la fois vos qualités d'expression écrite, mais à la fois votre connaissance du milieu professionnel dans les activités de la forme. Donc, c'est un coefficient 2, c'est-à-dire que c'est 2 fois plus important, par exemple, que l'épreuve du luc léger que j'ai présentée précédemment. On a un entretien également, coefficient 2,5, sur lequel on va essayer d'évaluer la cohérence de votre projet professionnel, mais également l'ensemble des démarches que vous auriez déjà accomplies et effectuées pour rentrer en formation dans de bonnes conditions. À titre d'exemple, je pourrais citer, est-ce que vous avez déjà trouvé une structure d'alternance puisque les formations se déroulent en alternance? Est-ce que vous avez déjà un financement assuré pour votre formation? Est-ce que vous avez déjà validé vos TEP? Est-ce que vous avez déjà commencé à vous former dans ce milieu-là? Depuis combien de temps vous pratiquez la musculation? Comment vous êtes en mesure d'attester de cette expérience-là? Quelles sont vos performances en haltérophilie sur l'arraché, l'épaulé jeté? Quel est le niveau des cours que vous suivez en cours collectif? Dans quel club? Voilà l'ensemble des questions qui peuvent être posées à l'entretien pour qu'on essaye d'estimer du mieux possible votre expérience dans les activités de la forme. Parce que je le répète, on a très souvent des personnes qui manquent d'expérience dans ce milieu-là, qui sont des personnes sportives, certes, mais qui ne sont pas des personnes spécialisées dans les activités de la forme. Donc nous, on essaye d'évaluer ça. Et puis, on essaye d'évaluer l'ensemble des démarches déjà effectuées pour rentrer en formation et la cohérence de votre projet professionnel. Ensuite, vous avez des épreuves spécifiques à l'option B, c'est-à-dire que les personnes qui ne souhaitent rentrer en formation que sur l'option A, cours collectif, ne passent pas ces épreuves-là. C'est rare, les personnes qui rentrent uniquement en formation sur l'option cours collectif, mais ça arrive. Donc, sachez que vous êtes dispensé des 4 épreuves que je vais présenter. Donc, on a 2 épreuves de musculation et 2 épreuves d'haltérophilie.
Les épreuves de musculation, c'est le squat et le développé couché. Il n'y a plus de traction à nos épreuves. On considère que ce n'est pas le plus pertinent à évaluer. Donc, en revanche, si vous souhaitez avoir la note de 20 sur 20, sachez que vous avez un maximum de 20 répétitions à faire avec des charges plus lourdes que celles des TEP, puisqu'on est au développé couché à 90% du poids de corps chez les hommes, 50% du poids de corps chez les femmes, et qu'au squat, on est à 125% du poids de corps chez les hommes, 90% du poids de corps chez les femmes, avec des critères d'exécution rigoureusement identiques à ceux des TEP, notamment en ce qui concerne l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire cuisse parallèle au sol en ce qui concerne le squat, et c'est-à-dire amplitude complète également, barre au contact de la poitrine en ce qui concerne le développé couché. 20 répétitions maximum, avec les 10 premières qui valent 0,5 points, les 10 suivantes qui valent 1 point par répétition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites plus de 10 répétitions dans la série, vos points sont doublés, et on attribue les 5 derniers points sur la qualité technique d'exécution et la facilité que vous avez eue à accomplir cette série. Donc ça, ce sont les 2 épreuves de musculation qui, cumulées, valent un coefficient 1, c'est-à-dire on est à 0,5 sur le squat et 0,5 sur le développé couché. En ce qui concerne l'haltérophilie, on a les 2 épreuves, les deux exercices et les 2 épreuves de cette discipline. Donc à la fois un exercice d'arraché et un autre d'épaulé jeté. Donc là, on évalue les personnes qui ont déjà pratiqué l'haltérophilie. Donc si ce n'est pas le cas et que votre projet est de passer le BPGEPS activité de la forme, allez vous inscrire dans un club d'haltérophilie. Il n'y a rien de tel avec des vrais entraîneurs d'haltéro pour travailler votre technique. À défaut, si vous n'avez pas de club d'haltérophilie autour de vous, allez vous inscrire dans une box de CrossFit. Vous avez également des coachs qui sont généralement formés à ces mouvements et qui pourront vous aider, vous accompagner sur la technique de l'arraché et de l'épaulé jeté. Donc là, vous avez 2 répétitions uniquement à réaliser, mais on n'évalue pas votre performance, on évalue surtout votre technique. On a 15 points attribués à la technique et 5 à la performance. C'est-à-dire que sur l'arraché, si vous arrivez à soulever les 2 barres au-dessus de la tête, ça vous vaut 5 points. Mais derrière, les 15 autres points, on les détermine et on les attribue au regard de votre technique d'exécution. Et c'est là où il est difficile de s'entraîner seul à cette discipline et qu'il est judicieux, si ce n'est pas déjà le cas, de vous faire accompagner dans un club d'haltérophilie ou dans une box de CrossFit. Donc, vous retrouvez les charges à l'écran. À l'arraché, elles sont de 55% du poids de corps chez les hommes, 45% du poids de corps chez les femmes. À l'épaulé jeté, elles sont de 70% du poids de corps chez les hommes et 55% chez les femmes. Mais encore une fois, je le répète, j'insiste, on évalue surtout votre technique. Les charges ne sont pas très lourdes. On a des candidats qui passent tout en force. Ils obtiennent leurs 5 points. Et derrière, on attend une technique propre et une technique d'exécution conforme à l'exécution de ces deux gestes. Coefficient 1 également pour l'haltérophilie, donc 0,5 pour l'arraché et 0,5 pour l'épaulé jeté. Je continue avec les épreuves spécifiques, cette fois à l'option cours collectif. Donc, les personnes qui ne souhaitent rentrer en formation que sur l'option haltérophilie musculation ne sont pas concernées par ces épreuves-là. Néanmoins, ça fait 10 fois que je le répète, vous comprenez que on accorde préférence, d'accord, et on accorde plus d'importance, si vous le voulez, aux personnes qui souhaitent rentrer sur les 2 options. Donc, vous avez un suivi de cours collectif. Donc, c'est le même format que celui des TEP, sauf que ça dure plus longtemps. On est sur 1h30 d'épreuve, avec environ 30 minutes de step, 30 minutes de renforcement musculaire, 30 à 40 minutes de renforcement musculaire et 20 minutes de stretching généralement. On a un coefficient 1,5 sur cette épreuve. Généralement, sur le step, on commence à un niveau débutant, donc comme pour les TEP, et on augmente progressivement la difficulté jusqu'à arriver à un niveau intermédiaire et confirmé. Et c'est là la différence, c'est qu'au TEP, on s'arrête à un début de niveau intermédiaire, et nous, on va sur un niveau intermédiaire plus et un niveau confirmé, pour voir, encore une fois, et faire la sélection entre ceux qui arriveront à suivre tout le cours et celles et ceux qui n'arriveraient à suivre, par exemple, que le bloc débutant en début d'épreuve. Et on vous attribue, encore une fois, une note sur le step. Donc, vous avez 8 points sur le step, 8 points sur le renforcement musculaire et 4 points sur le stretching. Ça, c'est en ce qui concerne le suivi du cours de fitness. En ce qui concerne la création perso, donc là, il s'agit de faire parler votre créativité et de nous montrer une création issue de votre réflexion qui dure 1 minute 30 à 2 minutes
en musique et dans laquelle on attend un certain nombre d'éléments, des éléments de force, des éléments de souplesse, des éléments de coordination, des déplacements. Et là, vous retrouverez l'ensemble des critères, tout comme l'ensemble des épreuves sur notre site internet. Là aussi, on vous conseille de vous faire accompagner par un coach, par un coach de cours collectif, par un prof de cours chorégraphié qui pourra vous accompagner dans la construction de cette épreuve. Donc, c'est vous qui arrivez avec votre propre musique et avec votre propre chorégraphie. Coefficient 1 pour cette épreuve. Avant de laisser place aux questions, je précise que pour vous préparer à l'ensemble de ces épreuves, donc que ce soit les TEP ou que ce soit nos tests de sélection, nous organisons des stages de préparation au CREPS Île-de-France avec différentes formules possibles. Donc, une formule à Châtenay-Malabry sous forme de 3 journées consécutives. Et on a 2 stages différents d'organiser. Donc, vous êtes libre de vous inscrire à l'un ou à l'autre. On en a un premier qui va arriver rapidement du 23 au 25 février, mais il est toujours possible de s'y inscrire. Et on a un deuxième stage qui se déroulera du 3 au 5 mai également, où sur ces stages-là, on vous montre l'ensemble des épreuves. On aborde plus en détail que je ne suis en train de le faire, l'ensemble des critères d'évaluation. On vous met en situation pratique avec nos équipes de formateurs et on vous évalue, on vous donne des conseils d'entraînement personnalisés. Voilà. Donc, on a une formule sur Châtenay-Malabry, donc 2 stages différents. On a également une formule sur Ponto Combo. Et là, c'est encore sur Ponto Combo, ce n'est pas à Vers-sur-Marne encore. Et là, c'est une formule, c'est un calendrier différent puisqu'on l'organise sur 4 samedis avec les dates qui apparaissent à l'écran, donc 12, 19, 26 mars et le 2 avril. Donc, comme ça, en fonction des disponibilités de chacun, soit vous choisissez la formule des samedis si c'est plus pratique pour vous, ou si le site de Ponto Combo est plus proche de votre domicile, par exemple, ou vous choisissez la formule des 3 jours consécutifs que l'on propose et que l'on met en place pendant la période des vacances scolaires sur des horaires 8h, 17h, ou si le site de Châtenay-Malabry correspond plus géographiquement à une proximité avec votre domicile. Donc, ce sont des stages qui sont payants, qui sont à votre charge, qui sont parfois finançables par les missions locales pour celles et ceux qui sont inscrits à Pôle emploi ou autres. 264 € pour vous donner un ordre de comparaison. On a beaucoup d'organismes privés qui proposent des préparations aux TEP et aux tests de sélection, qui font payer ça 4, 5, 6 000 €, qui proposent ça sur 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, nous, on considère qu'en 3 jours, on peut vous donner des clés pour vous préparer et pour avoir conscience de nos attentes sur les TEP et sur les tests de sélection. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais on constate que nos retours sont extrêmement positifs des personnes et des candidats qui ont suivi ces stages-là. Et si vous en connaissez, si vous avez des coachs dans les salles dans lesquelles vous vous entraînez, interrogez-les, d'accord. Généralement, le CREPS, c'est un organisme assez connu en Île-de-France. Les autres organismes aussi. La hiérarchie des organismes de formation est assez connue. Les mieux à même de vous en parler, ce sont les coachs de vos salles. Parlez-leur des stages, regardez s'ils y ont participé. Généralement, les échos sont très positifs. Donc, on vous invite également, encore une fois, à y participer. L'autre raison, elle est toute simple, c'est qu'on a des personnes parfois qui ont, je le répète, une méconnaissance de ce métier-là, qui ont une représentation du métier de coach sportif, mais qui ne savent pas exactement en quoi cela consiste. Et bien parfois, à l'issue des 3 jours, elles nous disent merci parce que je m'aperçois que finalement, ce n'est pas le métier que j'avais envie de faire et vous m'avez redirigé vers une autre voie et je vous en remercie. Donc, c'est parfois ça aussi, c'est des personnes indécises qui viennent se préparer et qui se rendent compte que soit elles sont trop loin de nos prérequis à l'heure actuelle, soit elles sont sur les bons rails et effectivement, ça confirme leur projet professionnel et ça leur donne des clés pour mieux réussir les TEP et pour mieux réussir nos tests de sélection, arriver mieux classé et être admis en formation. Donc voilà la parenthèse aussi sur laquelle je termine en ce qui concerne nos tests de sélection. Alors, j'arrête le partage d'écran, je le reprendrai plus tard et j'essaye de faire un petit point sur les questions qui ont été posées. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre chronologique. La sélection de nos candidats, je le répète, je pense l'avoir évoqué, on fait la moyenne des notes que vous avez obtenues sur l'ensemble de nos épreuves au test de sélection. Ces notes sont affectées d'un coefficient en fonction des épreuves qui diffèrent. Coefficient 1 pour le lutte léger, 2,5 pour l'entretien, 0,5 pour le squat et ainsi de suite. Et on fait votre moyenne. Et on prend les premiers candidats par ordre de mérite.
Et à 0,3 points près, on se laisse la possibilité de prendre préférentiellement les candidats qui sont inscrits sur les 2 options que les candidats qui ne sont inscrits que sur une option. Voilà comment on fonctionne. Mais qu'à 0,3 points près. Donc, le candidat qui a 14 sur 20 de moyenne, qui est 10e, et celui qui a 14,5, eh bien, quelles que soient les options choisies, on va d'abord prendre celui qui a 14,5 de moyenne. Voilà comment on fait. Et les tests sont en commun, ils sont organisés sur le site de Châtenay-Malabry. Lorsque vous vous inscrivez, donc ça fait le lien vers une autre question, hein, le processus d'inscription, il est dématérialisé, c'est-à-dire c'est des inscriptions en ligne. Vous complétez votre dossier en ligne avec les pièces requises en ligne, c'est-à-dire un certificat médical de non-contradiction à la pratique et à l'enseignement des activités de la forme, c'est-à-dire avec le PSC1 ou le PSE1 ou tout autre diplôme, vous avez une liste de diplômes de secourisme. Vous avez comme ça un certain nombre de pièces que vous téléchargez directement en ligne et vous validez votre processus d'inscription en ligne. Et lors de ce processus d'inscription, on vous demande de préciser sur quel site vous souhaitez préférentiellement vous former. Donc, Aubonne dans le 95, Vers-sur-Marne maintenant dans le 77 ou Châtenay-Malabry dans le 92. Et de toute manière, le premier jour de nos tests de sélection, c'est-à-dire le 31 mai cette année, on vous redemande confirmation sur les sites sur lesquels vous souhaitez vous former. Quand je dis les sites, ça veut dire, vous pouvez très bien nous dire, préférentiellement, je souhaiterais me former à Châtenay-Malabry parce que c'est ce qui est le plus proche de mon domicile. Et en deuxième choix, je fais le choix d'aller à Vers-sur-Marne. Voilà. Et pas de troisième choix parce que Aubonne, c'est peut-être beaucoup trop loin si j'habite dans le 91. Donc, vous faites 1 ou 2 ou 3 vœux par ordre préférentiel. Et en fonction de vos résultats au test de sélection, on vous affecte sur votre premier vœu s'il y a encore des places sur ce site-là. Ou si l'ensemble des places ont été pourvues, on vous affecte sur un deuxième choix de vœu, un deuxième vœu émis de votre part, si toutefois vous avez émis un deuxième vœu. Voilà comment on procède. Et généralement, on prend une vingtaine de candidats par site. Voilà. Pour s'inscrire au stage préparatoire, même chose, processus d'inscription en ligne. Vous allez sur le site du CREPS Île-de-France dans l'offre de formation. Vous retrouverez dans les activités de la forme à la fois l'inscription sur nos différents sites pour nos tests de sélection, à la fois l'inscription sur les TEP et à la fois l'inscription sur les stages préparatoires. Voilà, je pense que ma collègue a répondu ensuite dans le chat à l'ensemble des questions qui sont posées. Donc, je vais pouvoir poursuivre en ce qui me concerne. Je vais réactiver le partage d'écran pour conclure cette présentation. Alors là, je pense que ce n'est pas inintéressant également de vous parler de la formation. Donc, c'est la dernière étape. Une fois que vous êtes admis, donc vous avez passé les TEP, vous avez passé les tests de sélection, vous faites partie des X premiers candidats à être admis. La formation démarre le 12 septembre 2022. Elle est organisée de la manière suivante. Donc, pour les stagiaires qui suivent une formation sur l'option A et l'option B, la durée de la formation est la même. Ça dure 10 mois, de septembre à juin, sauf que le volume de la formation est de 750 heures au CREPS, qui correspond à 3 jours de formation et de 500 heures en alternance, donc ce qui correspond aux 2 autres journées de la semaine. Lorsque vous ne passez que l'option A ou que l'option B, la formation dure 10 mois également, donc de septembre à juin, sauf que le planning hebdomadaire est allégé, puisque vous avez 2 journées de formation au CREPS et vous avez une journée et demie de formation en alternance. Voilà. Les coûts de la formation, vous les retrouvez à droite de l'écran. J'ai mis 8 250 € environ et 6 600 € environ si vous êtes en mono-option, parce qu'en fonction de votre statut, très souvent, lorsque vous vous formez au CREPS, et c'est l'un des avantages de notre établissement, c'est que vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de prises en charge financières. Et en fonction de votre statut, si vous êtes étudiant, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes un ancien militaire en reconversion, si vous êtes pris en charge par votre employeur, les coûts diffèrent un peu, diffèrent quelque peu. Mais grosso modo, on est sur cette moyenne-là. Et sachez que sur l'ensemble de nos cohortes, on a plus de 95% de nos stagiaires qui arrivent à trouver des sources de financement pour ne pas avoir à financer eux-mêmes leur formation.
Donc, j'aborderai ça juste après. Donc, les journées de formation, elles diffèrent en fonction du site sur lequel vous vous formez. Donc, en ce qui concerne la formation mise en place à Vers-sur-Marne, les jours de formation au CREPS sont le lundi, le mardi et le mercredi. Donc, vous y êtes de 8h30 à 15h30, 16h. Et les autres temps dans la semaine sont dédiés à l'alternance. Donc, si vous êtes en formation sur les 2 options, vous avez une quinzaine d'heures à faire en alternance. Ces heures peuvent être tout à fait réparties sur les soirées du lundi, du mardi ou du mercredi, si je prends l'exemple de Vers-sur-Marne, ou sur la journée du jeudi, ou du vendredi, ou du samedi, ou du dimanche. Et là, c'est en fonction de l'organisation de votre structure d'alternance, celle que vous aurez trouvée, de ses besoins à la structure et de votre organisation personnelle. Très souvent, nous, on conseille d'être présent au club sur différents temps, mais avec une nécessité d'être présent au moins 1 à 2 soirées, parce que c'est généralement les pics de fréquentation dans les structures d'alternance. Parfois le midi également, c'est intéressant. Et puis peut-être d'avoir un aperçu d'une autre clientèle qui fréquente le club en matinée ou sur un samedi matin ou sur un dimanche matin qui correspond généralement à un autre type de clientèle, peut-être plus âgée, avec des besoins différents et plus spécifiques. Et donc, en fonction de la structure que vous trouvez, du planning d'activités proposé par cette structure, en termes de planning de cours collectifs ou du planning de WOD, si on parle d'une box de CrossFit ou du planning sur le plateau de musculation, la structure va construire votre emploi du temps d'alternance. Mais comme vous êtes sur un métier qui s'exerce généralement le soir, les week-ends, le midi et à tout temps de la semaine, vous êtes susceptible d'effectuer vos heures d'alternance et votre volume d'alternance en soirée, très tôt le matin, très tard le soir en fermeture, le week-end, les jours fériés. Sur le site de Châtenay-Malabry, donc en ce qui concerne la formation qui démarre en septembre, les journées de formation au CREPS de 8h30 à 15h30 sont le lundi, le mardi et le jeudi. Et pour la formation qui débute en janvier et qui se termine en décembre, donc celle-ci, elle vous concerne peut-être moins, puisque là, on est au mois de février, donc je pense que vous préparez plutôt une entrée en formation en septembre. Mais en tout cas, vous avez l'ensemble des informations sur ce PowerPoint, comme ça, vous les aurez. Les journées de formation sur notre formation de janvier à décembre sont les lundis, les mercredis et les vendredis. Et enfin, sur notre site à Aubonne, sur le CDFAS, les journées de formation sont celles du lundi, du mardi et du vendredi. Donc, en gros, quand vous trouvez une structure d'alternance, eh bien, vous êtes susceptible d'effectuer votre quinzaine d'heures par semaine ou votre douzaine d'heures par semaine si vous êtes en mono-option B ou mono-option A, n'importe quand, en dehors de ces journées de formation de 8h à 16h. Les contenus de formation, donc pour les personnes qui suivent les 2 options, sont répartis de la manière suivante. Vous avez 2 demi-journées consacrées à l'enseignement des cours collectifs, de tout type de cours collectifs qu'on répartit habituellement en 3 familles. Les cours zen, dans lesquels on va ranger tout ce qui est stretching, pilates, yoga, body balance ou des choses comme ça. Les cours de renforcement musculaire, donc là-dedans, on retrouve tout ce qui va être culture physique, body sculpt, CAF, body bar et ainsi de suite. Et puis les cours cardio, donc chorégraphiés ou moins chorégraphiés. On va retrouver les cours de cycling, les cours de step, les cours de LIA, d'ILO, de body attack ou de HIIT. Voilà, tous ces cours-là. Donc, pour l'enseignement, pour vous apprendre à enseigner tous ces concepts-là, on y consacre 2 demi-journées par semaine. Ensuite, vous avez 2 demi-journées par semaine qui sont consacrées à l'option B plutôt, donc à tout ce qui touche à la musculation, au cardio-training, à l'haltérophilie et à la préparation physique. Donc, si vous avez bien suivi, on a 3 journées de formation au CREPS, une journée dédiée au cours collectif, à l'option A, qui ne concerne évidemment que les stagiaires qui rentrent en formation sur cette option-là. 2 demi-journées ou une journée complète consacrée à l'option B, donc à la musculation, avec toutes les activités qui sont à l'écran. Et puis la dernière journée, ou les 2 dernières demi-journées, elles sont réparties de la manière suivante. On a une demi-journée par semaine consacrée à tout ce qui est anatomie, physiologie, mais surtout anatomie fonctionnelle appliquée au coaching. Donc chez nous, ce sont généralement des kinésithérapeutes ou des ostéopathes qui vous forment dans cette matière aux connaissances théoriques liées à l'anatomie fonctionnelle. Il y a un socle incompressible de connaissances théoriques à connaître. Et ensuite, surtout,
à la mise en application pratique et à la cohérence de ces contenus-là appliqués à des exercices de renforcement musculaire ou à des exercices d'étirement assisté. Encore une fois, pour vous donner des billes importantes pour la partie personal training et coaching. Donc ça, c'est une demi-journée par semaine. L'autre demi-journée, elle fluctue en fonction des périodes. Donc, pendant la première partie de l'année, on est sur la connaissance du milieu professionnel, donc la connaissance des salles de remise en forme, de leur fonctionnement et la mise en place des projets au sein de ces structures. Ça dure environ entre septembre et février. Ensuite, entre février et avril, on a des contenus en diététique. Et ensuite, entre avril et juin, on a des contenus sur tout ce qui est création d'entreprises, les statuts de travailleurs non salariés, la communication, le marketing, le vendre son activité. Voilà, grosso modo, les contenus de formation que l'on aborde sur un BPGEPS Activité de la Forme au CREPS Île-de-France. J'en ai presque terminé avant de laisser place aux questions. On arrivera à tenir dans l'heure et demie. Ça, j'ai mis à l'écran la majeure partie des dispositifs qui vous permettent de bénéficier d'une prise en charge financière pour payer votre formation. On ne va pas se mentir, on est sur des formations qui sont très chères, qui coûtent 8 250 €. Vous l'avez vu quand vous passez les deux options, mais je le répète, très rares sont nos stagiaires qui financent eux-mêmes leur formation parce que généralement, l'avantage d'une grosse structure comme la nôtre, d'un établissement public comme le nôtre, c'est qu'on a suffisamment de partenariats pour pouvoir rediriger les candidats en fonction de leur statut vers l'un ou l'autre de ces dispositifs. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Il en existe sans doute d'autres. Sachez que nous sommes en convention avec la région Île-de-France. Donc, c'est le dispositif qui est en bas à gauche de votre écran et ce qui nous permet de proposer une prise en charge de la formation à nos demandeurs d'emploi. Donc, toutes les personnes qui s'inscrivent et qui sont demandeurs d'emploi ont la possibilité de demander une prise en charge financière intégrale de leur formation par le conseil régional. Donc, on a un nombre de places limité. Généralement, il est assez important quand même sur la formation au BPGEPS Activité de la Forme et ça permet aux demandeurs d'emploi d'être intégralement pris en charge. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à payer en ce qui concerne les coûts pédagogiques de leur formation. Et si vous avez des droits ouverts auprès de Pôle emploi, vous pouvez percevoir et continuer à percevoir vos droits pendant l'intégralité de votre formation. Donc ça, on a quand même un contingent de places qui s'élève généralement à une douzaine de places par site, ce qui n'est pas négligeable et ce qui permet généralement, je le répète, il n'y a pas de certitude, mais ce qui permet généralement de répondre à quasiment toutes les demandes des demandeurs d'emploi. Nous sommes également en partenariat avec l'ARD, donc l'Agence de reconversion de la défense, ce qui permet à tous les anciens militaires, pompiers ou personnels des armées d'être pris en charge par l'ARD intégralement également pour pouvoir entamer un processus de reconversion professionnelle. Vous avez également la possibilité en tant que salarié de faire des démarches auprès de votre employeur pour pouvoir être financé et pris en charge par Transition Pro. Vous avez la possibilité en tant qu'étudiant de rentrer en formation via Parcoursup, c'est-à-dire sur la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur que vous connaissez, je pense, les étudiants, ceux qui sont lycéens ou qui sortent des études, ce qui vous permet, là encore, d'être intégralement pris en charge financièrement et d'avoir l'intégralité des coûts pédagogiques de la formation pris en charge par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et j'ai cité aussi le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, qui sont là aussi des possibilités pour pouvoir financer votre formation par l'intermédiaire d'un employeur qui vous accueillerait dans le cadre de votre stage. Actuellement, depuis la période Covid, on a quand même des aides qui ont grandement été augmentées par l'État en ce qui concerne le contrat d'apprentissage notamment. Et on a vu une augmentation significative de nos stagiaires en contrat d'apprentissage depuis 1 an et demi, ce qui leur permet non seulement d'avoir une prise en charge financière intégrale de leur formation, donc ils ne déboursent rien, mais également d'avoir un salaire et de percevoir un salaire pendant leur formation par leur employeur. Salaire dont le montant dépend très souvent de leur âge, puisque l'État fixe sur le contrat d'apprentissage un salaire qui correspond à un pourcentage du SMIC horaire, un salaire minimum qui correspond à un pourcentage du SMIC horaire en fonction de votre âge. Voilà, je suis encore une fois assez rapide pour pas que cette réunion s'éternise, mais tout ce que je viens d'évoquer, vous le retrouverez en détail sur notre site internet avec des rubriques qui sont quand même bien foutues. Il a été refait intégralement il y a 2 ans, notre site internet. Vous avez des informations claires et complètes qui
qui apparaissent dessus. Donc, je vous invite grandement à aller jeter un œil dessus et vous retrouverez en détail tout ce que je suis en train d'évoquer. Voilà, la dernière slide concerne un rappel sur vos démarches à entreprendre. Donc, c'est un résumé, je suis redondant, je le sais, c'est volontaire, mais vous avez déjà un processus d'inscription et de validation des TEP à entreprendre. Donc, vous avez pour ça 1 à 2 sessions organisées chaque mois. Donc, la prochaine session, à titre d'exemple, elle aura lieu vendredi prochain. Bon, c'est trop tard pour s'y inscrire, mais c'est pour vous dire et pour vous montrer qu'on a des sessions organisées quasiment toutes les 3 semaines ou tous les mois. Vous devez vous inscrire directement sur notre site internet à partir du moment où vous êtes prêt et où vous vous sentez prêt pour valider ces épreuves-là. Voilà. L'inscription, je ne l'avais pas précisé, mais elle coûte 70 € sur ces épreuves. Ensuite, vous avez en parallèle, ou par la suite, vous devez vous inscrire à nos tests de sélection. Si vous souhaitez rentrer en formation au CREPS sur l'un des 3 sites que j'ai présentés, Aubonne, Vers-sur-Marne ou Châtenay-Malabry. Cette inscription, elle doit obligatoirement être complétée avant le 20 mai. Alors, essayez d'anticiper ces démarches parce que vous avez un certain nombre de documents quand même à télécharger en ligne. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, si je reprends l'exemple du certificat médical, il faut prendre le temps d'aller voir un médecin, de faire remplir ce certificat médical avec un modèle type qui est téléchargeable sur notre site. Donc, tout ça prend un petit peu de temps. Retrouver vos papiers, les scanner, les mettre en ligne et ainsi de suite. Donc, on vous invite à anticiper grandement ces démarches pour que le 20 mai au plus tard, le dossier ait été complété. Et ensuite, vous avez nos tests de sélection donc fin mai, début juin. Et une fois que vous avez passé vos tests, vous avez encore l'intégralité de la période des vacances d'été, donc généralement le mois de juillet et le mois d'août, pour faire vos démarches et trouver une structure d'alternance. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas d'impératif d'avoir trouvé une structure avant les tests de sélection. Si c'est le cas, tant mieux, d'accord. Mais je vous invite à bien regarder quels sont nos critères concernant les structures d'alternance pour ne pas aller trop vite non plus dans la recherche d'une structure qui ne correspondrait pas aux attentes que l'on fixe, nous, le CREPS, vis-à-vis des structures d'alternance qui accueillent nos stagiaires. Je terminerai là-dessus. Les structures d'alternance qui accueillent nos stagiaires, sur l'option cours collectif, il faut qu'elles proposent un panel d'enseignement, un panel de cours collectifs à leur planning suffisamment diversifié, avec notamment des cours collectifs chorégraphiés, d'accord, que les profs ont la possibilité de construire avec leur pédagogie. Donc, sur le renforcement musculaire, il faut qu'il y ait du step également. Il faut qu'il y ait des cours de stretching. Donc, dirigez-vous vers des structures qui proposent des panels de cours collectifs larges, étoffés. Si vous avez 10 cours collectifs par semaine au planning, ce n'est pas suffisant, d'accord? Si vous vous dirigez vers des structures d'alternance avec des cours qui sont essentiellement ou principalement proposés en visio, d'accord, sur un écran géant, ce n'est pas intéressant non plus. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir la possibilité, vous, en tant que stagiaire, une fois que vous serez formé, de donner un panel de cours collectifs suffisamment diversifié ou d'être accompagné par un tuteur sur l'enseignement des cours collectifs. En ce qui concerne la musculation ou le cardio-training, généralement, ça pose moins de problèmes. On attend des structures qu'elles puissent proposer, qu'elles puissent déjà avoir à disposition du matériel de charge libre, donc des haltères, des barres, des kettlebells, et pas uniquement des machines guidées, parce que comme on va aborder grandement l'utilisation de ces outils-là, et notamment l'haltérophilie ou le cross-training ou autre, bah c'est bien si dans les structures d'alternance, vous avez un espace de cross-training, de crossfit ou autre. En ce qui concerne les structures de crossfit, pour les stagiaires qui sont uniquement en mono-option B, là on parle, puisque ça ne pourrait pas, une salle de crossfit, permettre d'accueillir un stagiaire dans l'option A, puisqu'il n'y a pas de cours collectif, ou il y en a très peu généralement, hormis les cours de yoga à certains moments ou de pilates ou autres. Pour les structures de crossfit, il faut que ce soit des salles de crossfit avec des cours de spécialité, qui n'est pas uniquement des WOD, mais parfois des cours de gymnastique, d'haltérophilie, justement, de mobilité, et également que la structure, la box, propose la possibilité pour les clients d'être accompagnés en coaching individuel. Pourquoi? Parce que pendant votre année de formation, vous allez devoir prendre en charge individuellement des pratiquants, leur construire un programme d'entraînement individualisé. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité dans votre structure de le faire, ça sera un frein pour l'obtention de votre diplôme et la validation de vos épreuves. Donc, il faut que ce soit une box de CrossFit qui accueille un public suffisamment diversifié, mais qui propose également et qui vous permette de faire du coaching individuel avec vos pratiquants. Voilà, donc si vous connaissez toutes ces démarches-là, vous pouvez entreprendre des démarches pour trouver une structure d'alternance avant les tests de sélection.
Donc, c'est le top. Hein. Comme ça, quand vous arrivez à l'entretien, vous faites déjà état des démarches effectuées. C'est quand même un plus. On voit que vous avez pris les devants. Si ce n'est pas le cas, vous avez l'été pour trouver une structure d'alternance. Elle doit obligatoirement être trouvée, finalisée, contractualisée avec elle avant le début de la formation. Voilà en ce qui concerne cette petite présentation qui a duré 1 h 15. Et on va se laisser un bon quart d'heure pour refaire un tour des questions. Je vais essayer de laisser la parole à celles et ceux qui lèvent la main. Donc, on a Jade Dumas qui peut parler si elle désactive son micro, qui était la première à l'écran. Oui, bonjour. Voilà, en fait, j'aurais souhaité savoir, après l'obtention du BPJEPS, quelles sont les formations que vous, pas que vous proposez, mais qu'on pourrait faire pour se perfectionner, parce que peu importe le métier qu'on choisit, je pense qu'il est important de se perfectionner, ne pas rester sur ses acquis. Et j'aurais voulu savoir, moi j'aime bien entreprendre dès maintenant, parce que je suis en pleine préparation de mon projet professionnel et pouvoir le présenter, justement. Et j'aurais voulu savoir quels conseils vous pourrez me donner, quelles sont les formations en option à faire pour ne pas rester sur mes acquis, si après l'obtention du BPGEP, c'est bien sûr des TEP. Alors, j'adhère à 100% à votre discours, c'est-à-dire, ce n'est que mon opinion, hein, mais je considère qu'aujourd'hui, la formation continue, c'est quasi une nécessité pour un coach sportif. On est dans un secteur où les outils évoluent assez rapidement. On a des nouveautés qui arrivent en termes de matériel. On a des recherches scientifiques qui apportent également un éclairage sur les aspects liés à la physiologie de l'effort, à l'entraînement, à l'hypertrophie, au cardio-training. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'un coach sportif consacre du temps et de l'argent parfois à sa formation continue. Donc nous, c'est ce que l'on conseille à nos stagiaires également, hein, de ne pas s'arrêter à l'obtention du BPGEPS. En fait, je vais faire une réponse un petit peu à la fois personnelle, mais étayée. On a 2 types de diplômes en France. Hein. On a les diplômes qui sont reconnus par l'État et qui vous permettent donc d'enseigner réglementairement l'enseignement ici des activités de la forme. Donc le BPGEPS en fait partie. Hein. Il est inscrit, ce diplôme, au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles. Alors, quand vous l'obtenez, vous avez la possibilité derrière de vous diriger vers d'autres diplômes qui sont reconnus aussi par l'État, mais vous avez aussi tout un tas de formations qui sont proposées, qui ne délivrent pas un diplôme inscrit au RNCP, mais qui vont vous apporter des connaissances particulières. Donc, je ne sais pas, moi, si votre projet professionnel, je vais prendre volontairement un truc qui n'est pas très spécifique, mais si votre projet professionnel, c'est de faire de la préparation physique dans le rugby et que vous avez un super préparateur physique dans le rugby qui propose une formation sur un week-end, peut-être qu'il n'y aura pas de diplôme à l'issue de cette formation-là, mais peut-être que les connaissances qu'il va vous apporter, ce gars-là, elles seront hyper intéressantes pour l'exercice de votre métier. Donc, en fait, ce que je conseille, c'est de mixer. En fait, vous avez une obligation réglementaire qui est de posséder un diplôme reconnu par l'État. Donc, la porte d'entrée, c'est quand même d'avoir un BPGEPS, que ce soit un BPGEPS activité de la forme ou une autre spécialité, si le projet professionnel est différent. Mais ensuite, c'est soit d'avoir la possibilité d'aller plutôt vers un champ qui correspond à votre projet professionnel et aux spécialités que vous souhaiteriez acquérir, quel que soit en fait le diplôme qui est délivré par la suite. Nous, on a beaucoup de stagiaires qui se dirigent vers des DU de préparation physique ensuite, pour celles et ceux qui ont pour projet professionnel de s'orienter vers la préparation physique. On en a beaucoup aussi qui se dirigent vers le domaine de la diététique, donc soit avec des DU de diététique appliqués à la performance sportive, soit avec des BTS parfois diététiques. Donc ça fait partie des formations complémentaires qui sont souvent plébiscitées par les stagiaires. Et puis on a tout le domaine du sport santé. Donc nous, au CREPS, par exemple, on propose, pour le coup, encore une formation reconnue par l'État, mais on propose un certificat de spécialisation qui s'appelle Animation et maintien de l'autonomie de la personne, qui est justement un complément de formation accessible uniquement aux personnes déjà titulaires d'un BPGEPS et qui va apporter une qualification et des billes supplémentaires pour accompagner des personnes qui souffreraient de maladies chroniques, de pathologies, de maladies de longue durée, de maladies cardio-respiratoires ou autres. Donc, la réponse, elle est assez large. En fait, elle dépend du projet professionnel de chacun. Mais je vais prendre un autre exemple. Si votre projet, vous adorez le Pilate et c'est d'être prof de Pilate, eh bien, nous, on n'abordera pas le Pilate
en profondeur pendant une formation BPGEPS et aucun organisme ne le fera. Ou alors, ça sera une publicité mensongère. On ne peut pas aborder dans le détail et avec une technicité accrue chacun des concepts que vous êtes à même d'enseigner avec ce diplôme. Donc, si vous êtes fan de Pilates et que vous voulez vous spécialiser là-dedans, bah, peut-être qu'il sera bon de passer le Mathwork 1, le Mathwork 2, le Mathwork 3 et d'aller chercher des formations complémentaires là-dedans. Donc, tout dépend de votre projet professionnel, mais oui, je pense, ça c'est mon point de vue personnel, qu'il y a une nécessité pour un coach de consacrer régulièrement du temps et de l'argent à sa formation continue pour être à jour, pour aller plus loin, pour se diversifier et ainsi de suite. Voilà. Je sais. Donc, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Wanda Macaire. Si vous désactivez votre micro, vous avez la possibilité de parler. Excusez-moi. On vous entend. Wanda? Hop, Wanda, désolé. Vous m'entendez mal? Je vous entends là, ça y est. Ah, excusez-moi, j'avais désactivé sans faire exprès. Alors, Donc, je voulais savoir, en débutant par une mono-option pour devenir préparateur mental et physique, je me dis que c'est insuffisant, non? on n'aborde pas la préparation mentale dans ce diplôme. On a des DU de préparation, on a des DU de préparation mentale, on a des diplômes en développement personnel qui vont aborder les profils de personnalité ou autres. La préparation mentale, la sophrologie, c'est des contenus spécifiques. On aborde la communication interpersonnelle avec la clientèle, d'accord, l'analyse des personnalités, comment s'adapter à son client, mais on n'aborde pas de manière spécifique la préparation mentale. On est plutôt sur des diplômes universitaires de préparation mentale qui existent si c'est votre projet professionnel de vous orienter là-dedans. Donc, ce n'est pas une question de mono-option, c'est une question de… Là, ce n'est pas le bon diplôme qui correspond à votre projet. D'accord. Grégory Kassik, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais juste savoir, moi, quand on a déjà un BPGEPS. Ah, pardon, je vous ai coupé. Grégory, c'est à vous. Oui. Désolé, on ne vous entendait plus. D'accord. Du coup, bonjour, je disais, quand on a déjà un BPGEPS APT validé, du coup, est-ce qu'il y a un allègement pour quand on passe le AF double option? Comment ça Oui, se vous avez passe? déjà l'option l'UC1 et l'UC2. Voilà. C'est ça. Mais par contre, vous devez quand même passer les TEP. Vous n'avez pas Oui. d'équivalence avec les TEP, donc vous devez passer les TEP du BPGEPS AF parce que vous n'avez pas passé les mêmes TEP, vous, quand vous avez passé votre BPGEPS APT, mais vous n'aurez pas à remettre en place un projet d'animation et à représenter ça pendant votre année de formation. Vous avez une équivalence sur l'UC1 et 2. Voilà. D'accord, mais du coup, je suis obligé de faire toutes les heures ou je peux faire quelque chose à côté Alors, sachez que sur un BPGEPS activité de la forme au CREPS, les heures consacrées aux UC1 et 2 sont relativement faibles. C'est des contenus d'ailleurs qui sont beaucoup abordés en distanciel. Parce que je n'ai pas abordé cet aspect-là, mais on a 750 heures de formation, on a 3 journées par semaine au CREPS, et en dehors de ça, on a des contenus qui sont aussi abordés par le biais de cours en ligne. Et le volume de formation, c'est à peu près une cinquantaine d'heures sur les UC1 et 2. Donc, vous avez quand même sur les deux options 700 heures à faire pour les UC3 et 4, qui correspondent quand même à votre cœur de métier, hein, c'est-à-dire la prépa physique, la muscu, l'haltéro et les cours collectifs. Oui. Donc, vous êtes allégé en fait des heures de formation qui correspondent aux UC1 et 2, qui correspondent grosso modo à entre 50 et 70 heures. Ok, d'accord, très bien. Voilà, merci. Je vous en prie. Guillaume Correa. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, ce n'est pas Guillaume, je le remplace, il n'est pas D'accord. Désolée. Je voulais savoir par rapport aux critères pour être via Parcoursup, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place en général via ce lien. Et je voulais savoir s'il y avait des critères particuliers pour l'admissibilité. Alors, si vous êtes éligible à Parcoursup, oui. Si vous êtes éligible à Parcoursup, il faut que vous vous inscriviez sur la plateforme Parcoursup.
Donc, vous faites une demande d'inscription au BPGEPS Activité de la forme. Vous spécifiez sur quel site, parce que là aussi, vous pouvez rentrer à Vers-sur-Marne, à Aubonne ou à Châtenay-Malabry. Et ensuite, vous n'avez pour vous que les TEP à passer. Et à l'issue des TEP, vous avez un entretien réalisé avec nos formateurs. Ce sont les seules épreuves. Nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas le droit, ni l'autorisation accordée par le ministère de l'Enseignement supérieur de vous faire passer d'autres épreuves qu'un entretien à l'issue des TEP. Donc, c'est vrai que pour vous, les candidats de Parcoursup, l'entrée en formation est à la fois plus simple parce que vous n'avez pas les tests que les autres passent, et à la fois plus compliqué parce que c'est pour cette raison-là qu'on admet peu de candidats, parce que généralement, vous avez un petit peu moins d'expérience et vous avez un petit peu moins de vécu, c'est normal à cet âge-là que d'autres candidats. Et nous, on a juste un entretien pour estimer quel est votre niveau de pratique. On vous observera sur les TEP. Et ensuite, on a un entretien pour essayer d'estimer quel est votre niveau d'expérience, votre niveau de pratique dans ces activités-là et votre projet professionnel. Donc, à vous de bien préparer votre entretien pour que vous puissiez faire la différence avec les autres candidats. C'est vrai que sur Parcoursup, on a généralement des centaines et des centaines de demandes. L'année dernière, on devait avoir 300 dossiers à compléter, je crois, ou à regarder. Et on accueille 3 ou 4 candidats par promo, pas plus. Donc, les critères de sélection sont assez… Les critères de sélection sont l'obtention des TEP déjà, parce qu'on étudiera uniquement les candidatures des candidats qui valideront les TEP. Et donc, on se sert de ces TEP aussi pour voir votre niveau de pratique, puisque les TEP, c'est un niveau d'exigence minimal. Il n'y a pas de notes, c'est vous validez ou vous ne validez pas. Mais si je rattache ça à des notes, vous pouvez valider à 10 ou vous pouvez valider à 20. Donc, nous, on se sert déjà de vos performances physiques pour voir s'il y a un écart technique entre les candidats. Et ensuite, on a un entretien qui est un peu poussé, sur lequel on essaye d'évaluer la cohérence de votre projet professionnel, les démarches que vous auriez effectuées ou non, et encore une fois, votre niveau d'expérience et de pratique dans les activités de la forme. D'accord. Merci. Donc, vous avez 2 sessions TEP pour les candidats de Parcoursup. Donc, il faut vous inscrire sur notre site internet aussi. Les 2 sessions qui sont réservées aux candidats de Parcoursup, c'est la session du 4 mars et la session du 6 mai. Donc, si vous êtes prête, autant vous inscrire à la première, ce sera tout aussi bien. D'accord, merci. Je vous en prie. Gabin, ensuite, la parole est à vous. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir, parce que moi j'ai comme projet professionnel plus tard d'être coach médico-sportif, de toucher justement un peu de ce côté un peu médical. Et je voudrais savoir, j'allais passer justement sur un BPGEPS AF avec les 2 options, la A et la B. Et j'aimerais bien faire après une formation et je voulais savoir si vous connaissiez cette formation. Donc, ça s'appelle CSAMAP. J'en ai parlé tout à l'heure, on le propose au CREPS. On la propose au D'accord. CREPS, cette formation au CSAMAP. Donc, Et vous pouvez redire le nom de cette formation, s'il vous plaît, parce que je n'avais pas bien entendu. C'est animation. C'est le certificat de spécialisation. CS, ça veut dire certificat de spécialisation. Donc, accessible uniquement aux personnes déjà titulaires d'un BPGEPS ou en cours de formation pour passer un BPGEPS. Et AMAP, ça veut dire animation et maintien de l'autonomie de la personne. D'accord. Donc, nous, on la propose au CREPS à Châtenay-Malabry dans la continuité du parcours de formation au BPGEPS Activité de la forme pour celles et ceux qui ont un projet professionnel orienté vers le sport santé ou la prise en charge de publics souffrant de certaines pathologies spécifiques. Nous, on a des stagiaires qui se sont orientés, spécialisés vers les personnes obèses, vers les personnes souffrant de maladies chroniques, qui travaillent dans des cabinets avec des kinésithérapeutes, donc un aspect complémentaire à l'aspect médical. Eh bien, cette formation, on la recommande et on l'organise sous forme de week-end. Donc, c'est des vendredis, samedis, dimanches, 6 à 7 fois entre la période de septembre et de décembre. Donc, ça permet de travailler et de suivre la formation en parallèle. Donc, voilà, sachez que oui, c'est une formation qu'on recommande puisqu'on la met en place. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie. J'ai Opono. Opono, la parole est à vous. Allô, allô. Allô, vous m'entendez? Je vous entends. Ah, super. Bonjour tout d'abord, Monsieur Morlot, et bonjour à tous. Bonjour. J'avais une question assez précise
sur l'entrepreneuriat. Alors, je voulais savoir si, en termes de corpus, vous accordez une partie essentielle au fait pour tous ceux qui voudraient entreprendre et un suivi, que ce soit un suivi en termes de diplôme ou de formation complémentaire qu'on peut avoir sur comment monter un projet. Alors, est-ce qu'il y a un suivi là-dessus ou c'est simplement des consultations sur comment entreprendre, ce qu'on doit faire, par où commencer? Donc, ben après, je ne demande pas un assistanat dans le domaine, mais au moins qu'on puisse avoir les clés une fois qu'on a fini notre alternance confirmée aussi par la structure, l'enseigne sportive. Si on entreprend éventuellement à travailler pour notre compte, à être auto-entrepreneur, est-ce que vous, avec la formation, en tout cas les données que vous nous donnez ou les clés, est-ce que c'est largement suffisant ou il faudrait avoir un diplôme supplémentaire pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est clair. Alors, non, déjà, il n'y a pas besoin de diplôme complémentaire pour l'entrepreneuriat. En fin de compte, si je comprends bien la question, créez votre entreprise, d'accord, avec un statut judicieusement choisi. Donc, généralement, on a quand même une grande partie des personnes qui commencent par un statut d'auto-entrepreneur lorsqu'elles créent leur micro-entreprise. Mais créez votre entreprise, les démarches, choisir les statuts adaptés, le code NAF adapté et ainsi de suite, tout ça, c'est abordé en formation. D'accord. Donc, pendant votre année de formation, vous avez un formateur qui aborde ça et qui vous donne les démarches à entreprendre et qui évalue votre projet professionnel et la cohérence du statut de l'entreprise que vous allez créer. Maintenant, si vous vous dirigez vers un statut, enfin vers une entreprise qui nécessite par exemple la rédaction d'un certain nombre de statuts, je ne sais pas, une EURL, une SA, le CREPS n'accompagne pas dans la rédaction des statuts. Là, il faut vous faire accompagner d'un expert comptable qui rédigera les statuts ou d'une personne spécialisée là-dedans. Nous, en fait, on vous donne les clés pour comprendre d'un point de vue création d'entreprise, ce qui va être le plus adapté à votre projet, au chiffre d'affaires que vous allez escompter faire, aux démarches de défiscalisation que vous allez pouvoir faire en fonction d'un statut ou de l'autre, ce que vous allez pouvoir défalquer ou autre. On aborde tout ça. Par contre, l'accompagnement post-formation et les démarches en elles-mêmes, on ne les fait pas pour vous. Et ensuite, deuxième partie de réponse, je ne sais pas si c'est ça que vous évoquiez, on aborde également le marketing, d'accord, comment promouvoir et vendre intelligemment son activité. Mais là aussi, on aborde les rudiments, d'accord, on aborde les grandes lignes. On a parfois des stagiaires qui suivent des formations complémentaires auprès de personnes qui leur apportent des billes supplémentaires pour, par exemple, utiliser ou vendre intelligemment son image par le biais des réseaux sociaux, par le biais des différents sites ou des canaux de communication ou autres. Donc, ça peut faire partie des formations complémentaires au même titre que celles que j'évoquais tout à l'heure, pour vous permettre de booster un petit peu le lancement de votre activité. Mais on aborde quand même ça en formation. D'accord. Mais pour autant, l'entrepreneuriat, en tout cas, si on souhaite s'y lancer, il faudra avoir des formations supplémentaires dont vous ne dispensez pas du tout. Il faudrait simplement se rediriger ailleurs. Je ne sais pas ce que vous entendez par entrepreneuriat, mais si vous voulez créer un statut d'auto-entrepreneur, ça prend 3 minutes sur Internet. Il n'y a pas besoin d'une formation, il n'y a pas besoin d'un diplôme ou d'une formation complémentaire. D'accord. Vous avez toutes les démarches qui sont abordées par nos formateurs pendant la formation. Je comprends mieux. Merci, M. Moreau. Je vous en prie. Jean-Martial Niali. Bonsoir. Bonjour. Moi, j'avais une question. Ma question est la suivante, c'est que lorsqu'on a un CQP, ALS, option activité chimique d'entretien et d'expression, est-ce qu'à la suite de ça, en fait, on a des prérequis ou des UC validés pour passer sur un BPGEPS? Vous êtes exempté des TEP dans l'option A uniquement. Donc, vous devez quand même passer les TEP dans l'option B si vous voulez suivre la formation dans l'option haltérophilie musculation. OK. Et ensuite, vous obtenez en équivalence l'UC1 du diplôme. Okay. Mais l'UC1, c'est un peu une fumisterie parce qu'elle n'est pas dissociable de l'UC2. L'épreuve qui permet de valider l'UC1 est la même que celle qui permet de valider l'UC2. Donc, en fait, en termes de contenu de formation,
ça ne vous allège pas de grand-chose. Parce que vous devez passer quand même la mise en place, vous devez quand même construire et mettre en place un projet événementiel dans votre structure d'alternance et justifier ça au regard de la structure dans laquelle vous êtes et des publics que vous accueillez. Donc, en fin de compte, vous avez une équivalence sur une UC avec le CQP ALS qui ne vous donne pas vraiment d'allègement sur un volume horaire ou sur la formation, puisque les contenus qui correspondent à l'UC1 et à l'UC2 sont entremêlés. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Voilà. D'accord, ok, c'est noté. Merci. Je vous en prie. On m'a écouté, je pense qu'on a fait le tour des questions, des personnes qui levaient la main. Toutes les personnes qui ont levé la main sont des personnes à qui j'ai déjà donné la parole. Donc, on va mettre fin à cette réunion. Je vous remercie d'y avoir assisté. Et puis, sachez que, je vous le répète, vous retrouverez l'ensemble des informations que j'ai données sur notre site internet. Les rubriques sont bien faites et vous pourrez retrouver en détail le descriptif des TEP, des vidéos explicatives, le descriptif de nos tests de sélection, les démarches pour s'inscrire en ligne, les processus et les partenariats financiers pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Voilà, tout ça, vous le retrouverez sur notre site internet. Donc, je vous invite à vous y diriger. Et puis, je vous dis à très bientôt, puisqu'on se croisera sans doute, soit sur les stages de préparation de 3 jours, puisque c'est moi qui les conduis, soit sur les TEP, puisque j'y suis présent, soit sur les tests de sélection également. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.